and a member of the Flemish Socialist Party. He's been engaged in the problem of discrimination for quite some time as a member of the Commission on Equal Opportunities between Men and Women. And actually, if you read the document that Cullen Madrid put out, you'll find that we've purposely reversed that in every single place we refer to. We always talk now about women and men, rather than men and women, just to make the point. He's on the Committee of Home Affairs, Committee of European Affairs, Housing Committee of the Parliament of Brussels, and has been active for more than 20 years in Belgian politics. And anybody that knows anything about Belgian politics knows that it's not a smooth run. This is a community that has its differences and has its difficulties, but has found ways of structuring them into democratic politics. And that's what resolving problems is about. It's not about everybody agreeing. It's about people finding ways of disagreeing without killing each other. And in Belgium, they found ways of conducting deep and difficult disagreements, but doing it in a democratic context. So I'm very glad that we've got Mr. Haidar with us, and I'd like to invite him now to be our first discussant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation. Merci pour vos deux interventions. Il sera très difficile de rajouter quelque chose puisque vous avez tout dit. Vous avez dit beaucoup, en tout cas. C'est vrai qu'il reste encore des zones d'ombre que j'aimerais bien éclaircir. Et donc, je commencerai par dire d'abord remercier d'abord le Club de Madrid et le Conseil de l'Europe d'organiser cet événement. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'humiliation. Alors je voulais dire simplement, on ne n'humilie pas les gens. On ne n'humilie pas les gens. Alors la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi un groupe, à un moment donné, décide de s'organiser pour attaquer d'autres personnes. Alors ça peut être économique, ça peut être social, ça peut être culturel, ça peut être religieux. Sans savoir, c'est pourquoi tu m'attaques moi. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a peut-être pas plu et qui fait qu'aujourd'hui, tu veux effectivement me faire du mal. La question qu'il faudrait se poser, c'est de se dire à qui profite le crime. C'est aussi une question qu'il faudrait se poser, de savoir à un moment donné, quand il y a un événement quelque part dans le monde, c'est de se dire qui profite le crime. Tout à l'heure, M. le Président de la Colombie a dit effectivement qu'il y avait un problème au niveau de la drogue, parce que c'est le cartel. Alors, est-ce qu'il faut faire la relation entre l'injustice et pour certains groupes qui deviennent radicaux et qui deviennent un peu extrémistes en se disant que est-ce qu'il y a eu quelque part une injustice? Alors vous savez, dans mon pays, je suis de la Belgique et je suis aussi de ce quartier qui s'appelle Molenbeek. Et le ministre de l'Intérieur, la première réaction du ministre de l'Intérieur qui doit s'occuper de la sécurité de tous les citoyens, au lendemain a dit « Je vais aller nettoyer Molenbeek ». Vous allez nettoyer qui et vous allez nettoyer quoi? Est-ce que quand une décision est prise au Conseil de l'Europe et que certains belligérants ne sont pas contents, est-ce qu'on va s'attaquer à la population qui n'a pas pris cette décision? Il y a des gens qui ont pris des décisions à un moment donné et il faut les arrêter. Ce sont des terroristes, ils étaient peut-être logés, ils habitaient peut-être la commune, mais ils ne représentent certainement pas les 100 000 personnes qui habitent cette commune. Le plus grave, c'est que le lendemain, un journaliste, philosophe connu de France, M. Zemmour, pour ne pas le citer, dit qu'il ne faudrait pas bombarder Raqi ou Raqqa, il faudrait bombarder Molenbeek. Ça va s'arrêter où, ça? Si le propre ministre de l'Intérieur n'est pas là pour me garantir la sécurité, il n'a pas sa place. Vous savez, je suis ici de ce quartier, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et je vis là-bas. Et effectivement, il y a eu des problèmes avec certains jeunes. Mais est-ce que le fait que je suis né pauvre, car je suis issu d'une famille pauvre, est-ce que le fait que je suis musulman dit aujourd'hui que je suis un terroriste? Alors, mes chers amis, aujourd'hui on parle de terrorisme et malheureusement, depuis que je suis ici, et je suis très content que dans ce groupe ici, on a parlé d'autres choses. On a parlé d'Irlande, on a parlé de la Colombie, on a parlé d'actes terrorisme dans le monde entier. Donc on est ici pas pour parler et lier l'islam au terrorisme, parce que j'ai l'impression que pour finir, quand on entend terrorisme, on pense à l'islam. Et vous savez, chers amis, entre 2000 et 2013, il y a eu 321 attaques terroristes en Europe. 321.
21 attaques terroristes en Europe. Et là-dedans, il y en avait 7 qui avaient une consonance islamique. 7 sur 321. Quand M. Breivik a pris une mitraillette et allait tuer 71 personnes au Danemark, personne ne s'est posé la question de savoir si tout le Danemark doit se désolidariser de M. Breivik. Nous, on doit se désolidariser tout le temps. On est né en Europe, on a grandi en Europe, nous sommes peut-être d'origine marocaine, ou nous sommes peut-être de confession musulmane, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois, moi, m'excuser pour des cas que je n'ai pas fait. Je veux être solidaire avec les Français qui ont souffert. Je n'ai pas à me désolidariser avec des gens dont je n'ai jamais été solidaire. Et s'il y a des gens qui sont solidaires avec ces gens-là, il faudra les condamner. Et donc le débat aujourd'hui n'est pas de savoir si c'est nous et vous. Le débat est de savoir il y a les terroristes d'un côté et il y a nous de l'autre côté. Quand je m'attaque à des problèmes dans certains quartiers, je m'attaque aux problèmes. Je ne m'attaque pas à cette communauté. Quand je m'attaque au terrorisme dans le monde, je m'attaque au terrorisme. Je ne m'attaque pas quand je m'attaque au cartel de Medellín ou le cartel de la drogue au Colombie, je ne m'attaque pas aux Colombiens. J'attaque les dealers, les trafiquants, les tueurs d'enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne m'attaque pas à des individus ni à des communautés, mais je m'attaque à des faits. Et aujourd'hui, dans le monde entier, j'ai l'impression qu'on veut viser une communauté de trompe. Chers amis, en vos titres et vos qualités, je pense que monsieur a dit tout à l'heure, il est très important de rester rationnel, donc je vais lire encore 2-3 faits que j'ai sur moi, parce que c'est quelque chose qui est très émotionnel, puisque effectivement, tous les jours, on est terrorisé. Le terrorisme, vous savez, c'est quoi le terrorisme? Le terrorisme, c'est de voir sa fille de 12 ans, ma petite fille de 12 ans qui m'envoie un SMS pour me dire « Papa, aujourd'hui, on a dû faire un exercice à l'école pour nous expliquer, en cas où il y aurait des terroristes qui rentrent à l'école, comment sortir, comment rester calme, comment ne pas quitter son local. » C'est terrible d'avoir ces enfants, à ce moment-là, avoir ce genre de clémenté, ma chérie. Effectivement, il faut écouter ce qu'il a dit le professeur. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Le terrorisme, c'est ça. C'est terroriser les populations. Et parfois de faire très attention à ce que nous prenons comme décision. Car elle aura un impact sur nos enfants et sur la relation qu'elles auront avec les autres. Il ne suffit pas de dire à des enfants comment se cacher du terroriste. Mais il faut lui expliquer pourquoi, ce qu'il en est, et est-ce que nous avons une part de responsabilité ou pas. Est-ce que nous avons aussi une part de responsabilité de ce qui se passe à travers le monde. Alors, chers amis, au lendemain des attentats qu'a connu la France, le niveau d'alerte terroriste a été élevé partout en Europe. Et la Belgique, malheureusement, est actuellement secouée. D'abord par les événements de son pays voisin, ensuite par le fait qu'il semblerait que les personnes responsables sont ici d'une communauté ou d'une commune bruxelloise. Sur ce climat de haute tension, c'est la population civile qui en paye le prix. Des tensions communautaires se créent. Les gens ont peur et vivent sous la menace de connaître un attentat à n'importe quel moment. Nous, en tant que responsables politiques, notre responsabilité première est d'assurer la sécurité de nos concitoyens qui n'ont rien fait, n'ont rien demandé et qui ne demandent qu'à vivre en paix. Si on ne peut pas garantir que nos enfants aillent à l'école en toute tranquillité, que nos familles se baladent et prennent les transports en commun en toute sécurité, à quoi servons-nous? Le mot nettoyer, comme j'ai dit tout à l'heure, est un mot qui est un peu grave, puisqu'effectivement, on parle de qui quand on dit qu'on va nettoyer qui et on va nettoyer quoi. C'est pour cela qu'il est incontestable que des mesures de sécurité soient prises de manière impérative mais réfléchie, et j'insiste là-dessus, et que l'extrémisme, quel qu'il soit anéanti. C'est un mot lourd, mais effectivement, il faut le condamner, mais aussi le combattre s'il le faut. En Occident, mais aussi en Orient et en Asie, ce sont autant de millions de gens qui sont victimes de ces dérives et qui eux aussi ne demandent qu'à vivre en paix. Mais chercher à contrer l'extrémisme sans le considérer à sa base est un combat perdu d'avance. Je répète, mais chercher à contrer l'extrémisme sans le considérer à sa base est un combat perdu d'avance. Rien ne sert d'aller bombarder tel ou tel pays pour lutter contre le terrorisme, le radicalisme ou l'extrémisme, parce qu'il renaîtra fatalement. On ne combat pas une idéologie ou un monde de pensée par les armes, et ça, je crois qu'il est primordial que nos États finissent enfin par le comprendre. La question qu'il est plus que nécessaire de se poser, et dont les réponses varieront en fonction des contextes géopolitiques de chaque pays, c'est comment arrive-t-on à virer vers cet extrême qui nous isole de la société, nous pousse à haïr ce monde qui nous entoure et nous mène jusqu'à tuer des dizaines,
des centaines, des milliers d'innocents. Que reste-t-il de l'humanité? Mais que reste-t-il de l'humanité d'un être qui n'éprouve aucun remords à l'idée de passer à un tel acte? La deuxième question, et je crains qu'on me reproche d'oser la poser, c'est est-ce que nos États dits démocratiques contribuent à la création de cet extrémisme? Il faudrait se poser la question. De manière indirecte peut-être, car directement je suis sûr que aucun pays ne le voudrait, mais de manière indirecte. Et ensuite de se demander jusqu'à quel niveau. Alors, tant que nos États continueront à favoriser leur intérêt économique plutôt que l'intérêt de la population en s'immisçant dans les conflits internationaux, nous continuerons à créer cet extrémisme qui nous identifie comme l'ennemi qui attaque sans raison des femmes, hommes et des enfants, si ce n'est que pour de l'argent ou le pétrole. Tant que nos États ne condamneront pas, fermement les atrocités commises aux quatre coins du monde et qu'ils ne cessent pas d'y appliquer une considération à géométrie variable, nous continuerons à se mettre à dos nos propres peuples. Parce qu'ils se disent que nos représentants voient ce qui se passe et qu'ils se taisent. Oui, mesdames et messieurs, ce qui se passe en Syrie, nous le savions il y a 4 ans. Nous le savions il y a 5 ans. Pourquoi avons-nous attendu autant de temps? Et se taire, c'est cautionner. C'est montrer que nous faisons une différence entre la vie humaine. Tant que nous ne cesserons pas de marginaliser ces minorités qui vivent avec un passeport européen depuis des générations maintenant, en leur rappelant constamment qu'ils n'ont pas la même chance de réussite que les autres. Moi, je suis déjà la 3e génération. Mon grand-père était déjà là. Mon père était là. Moi, je suis là. Et j'ai 5 enfants. Et encore aujourd'hui, on me rappelle toujours que je suis d'ailleurs. On me rappelle encore maintenant que je suis un macaque et un bougnoul, qu'il vaut mieux retourner dans mon pays. Retourner dans quel pays? Parce que j'ai une religion différente. Pour quelle raison je dois subir tout ça? Qu'ils ne seront jamais acceptés pour ce qu'ils sont, tant qu'on n'arrêtera pas de les pointer du doigt en stigmatisant leur religion. Stigmatiser ma religion. Leur croyance, on continuera à créer ce fossé qui pousse ces gens à se replier vers un discours de haine de l'autre. Vous savez ce que disent certaines jeunes? L'autre ne m'aime pas. Pourquoi je l'aimerais? L'autre ne me respecte pas pour ce que je suis. Pourquoi je le respecterai? L'autre ne veut pas de moi. Pourquoi sa vie devrait avoir de la valeur pour moi? Alors vous connaissez le boomerang. Le boomerang, on le lance, et tôt ou tard, il revient. Alors agir contre l'extrémisme à sa source, c'est aussi décortiquer les discours de certaines personnes. Et vous savez, les jeunes reçoivent parfois des petites vidéos, et on leur dit, vous savez, monsieur, regardez des femmes qui sont en train de pleurer en Syrie, qui disent, on est violés. Si vous n'êtes pas capable de nous défendre, on va nous juste des pilules pour que nous ne tombons pas enceintes. Ce genre de discours circule dans les quartiers à Bruxelles et d'autres jeunes pensent qu'ils peuvent aller sauver cette injustice parce que nos gouvernements n'ont peut-être pas intervenu à temps. Alors agir en investissant, et je termine, doublement dans le secteur de l'enseignement, c'est très important. Lutter activement contre toutes les formes de discrimination. Ça, on l'a dit et on va le répéter. Mais alors, pour moi, c'est les 4 points et puis je termine, monsieur le modérateur. C'est favoriser et faciliter l'échange d'informations au niveau européen. On a vu les conséquences aujourd'hui que cela pouvait avoir avec les attentats de Paris. Certains étaient fichés en France, mais pas en Belgique, et inversement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des pays qui gardent des informations. D'autres les partagent, d'autres les gardent. Alors, c'est quoi le jeu? Aujourd'hui, nous constatons et nous avons les informations comme quoi que nous savions que ces gens étaient fichés. Nous savions que ces gens étaient dans une banque de données. On savait qu'ils étaient potentiellement dangereux. Et pourtant, on ne les a pas arrêtés. Alors chacun se posera les questions qu'il faudra au bon moment. Il est facile maintenant de critiquer toute une communauté. Mais la discussion est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Ça passe par la mise en place d'un numéro vert, par exemple. Un numéro vert où des gens pourraient téléphoner à une personne qui pourrait les aider par rapport à signaler un comportement extrême. En permettant une collaboration active entre les acteurs de terrain et les autorités, comme par exemple les imams, qui ont la possibilité au quotidien de déconstruire un discours que certains vont retrouver dans les réseaux sociaux. En se positionnant par les forces de l'ordre comme étant comme une partie de la population, mais bien au contraire avec cette population. Les forces de l'ordre sont là pour nous aider, ils ne sont pas là pour nous condamner. Alors pour terminer, je voudrais juste dire une chose. Un jour, j'étais invité dans un débat télévisé en Belgique, et une dame, une journaliste, me pose une question, elle me dit « Monsieur », et j'aime bien répéter cet exemple, vous qui êtes un politicien, mais vous êtes aussi musulman pratiquant, vous allez aussi dans les mosquées. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui a voulu faire un attentat à Bruxelles? Comment, madame?
Il dit, vous qui êtes musulman pratiquant, n'avez-vous jamais entendu quelqu'un